On retrouve à Ottawa Alain Buzetti, Alec Castonguay à Montréal, Michel David à Montréal aussi. Bonjour à vous trois. Bonsoir. Bonjour. Monsieur Guilbeault, qui a retrouvé sa liberté de parole en quittant le Conseil des ministres, et il l'utilise, ma foi, allègrement. Ce matin, dans le Toronto Star et dans la presse, longue lettre publiée. On va en voir un extrait où il parle un peu de la situation économique dans laquelle on se trouve. L'ordre politique et économique mondial a été bouleversé, dit-il, mais le climat, lui, ne nous attendra pas. Tout ce qu'il fallait, c'était un peu plus d'ambition provinciale et pour le fédéral de maintenir le cap sur un plan qui, lui, fonctionnait. Vous aurez compris qu'il parle évidemment du protocole d'entente qui a été signé entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de Danielle Smith en Alberta. Il étire l'élastique un peu, M. Guilbeault, quand même. Aujourd'hui, on lui a demandé s'il se sentait toujours à sa place dans le caucus libéral. Voici ce qu'il a répondu. Sentez-vous que vous avez encore votre place dans le caucus au sein de la famille libérale? Absolument. Je pense que la famille libérale, on dit souvent que le Parti libéral est une grande tente, donc où il y a des points de vue différents qui peuvent s'exprimer. Mes mots étaient durs par rapport à cette entente-là avec l'Alberta. Cela étant, je continue de supporter l'ensemble de l'œuvre du gouvernement et des autres projets de loi, par exemple. Drôle d'exercice d'équilibre quand même, Hélène. Il critique à l'endroit de son gouvernement, mais continue de le supporter. Comment vous interprétez ça? Bien, je pense que M. Guilbeault joue à un jeu dangereux. C'était une bonne chose, probablement, je pense, que d'expliquer longuement les raisons de son départ, mais ça fait maintenant 13 jours de ça. C'était une bonne chose, je dis, parce que il fallait crever l'abcès. S'il était parti, mais sans donner d'explication, et après, on avait essayé de nous faire croire qu'il n'y avait rien à voir, on n'y aurait pas cru et ça aurait été une longue agonie. Il a crevé cet abcès, c'est très bien, mais 13 jours plus tard, le fait qu'il continue avec ses critiques, ça peut peut-être commencer à devenir agaçant au point qu'on lui demande, bien, si c'est si pire d'être dans ce gouvernement, pourquoi y restez-vous? Alors, il y a un jeu dangereux. Moi, on me dit que c'était sa dernière sortie publique sur le sujet aujourd'hui, qu'après ça, il va se taire pour un petit moment. Ceci dit, je pense que ça peut être utile qu'il demeure au Parti libéral. D'abord, pour lui, pour l'environnementaliste qu'il est, rester au caucus, ça veut dire continuer à pousser, à faire la pédagogie de ce en quoi il croit. Mais pour le gouvernement aussi, ça le prémunit un peu contre une quelconque rébellion parce qu'en se montrant tolérant à la dissidence, eh bien, la dissidence devient tolérable. Et donc, si il devait y avoir d'autres députés qui, éventuellement, exprimaient un malaise par rapport à ce protocole d'entente, eh bien, ça ferait moins désordre, si vous voulez. Donc, ça vient peut-être un peu désamorcer une future rébellion, justement. On a pris des leçons, peut-être, de la période que M. Trudeau a traversée l'année dernière. Ouais. N'empêche, Alec, teste un peu la patience de son premier ministre, M. Guilbeault, hein? Oui, ça doit commencer à hériter en haut lieu, là, parce qu'Hélène a bien fait de dire que ça fait quand même 13 jours. Je pense que bien des gens comprenaient sa tournée médiatique lorsqu'il a quitté. Il fallait qu'il explique ses raisons. 13 jours plus tard, bon, il y avait la motion aujourd'hui déposée par les conservateurs. Peut-être voulait-il rappeler à ses collègues libéraux que lui allait voter contre et qu'il y avait des bonnes raisons de voter contre. Donc, peut-être qu'on peut mettre ça sur le dos de la motion conservatrice pour le moment où il juge opportun de revenir à la charge. S'il continue à le faire, effectivement, il faudra se poser des questions sur ses réelles motivations. C'est sûr qu'ici, au Canada, on est habitué à une ligne de parti extrêmement rigide. Là. Ouais. Même en Grande-Bretagne, là, berceau par définition du parlementarisme britannique, des dissidences de députés, ça arrive assez souvent. On laisse une marge de manœuvre, pas quand on est au Conseil des ministres, bien évidemment. Donc, Stephen Guilbeault a bien fait de quitter. Mais une fois qu'on est dans le caucus, on n'est pas d'accord avec tout... c'est beaucoup plus toléré là-bas. On laisse une certaine liberté. Ici, là, c'est pas mal croix ou meurt, les caucus. Alors, on n'est pas habitué à ça. Donc, je pense que de le laisser libre n'est pas un accroc si important. Mais il faudra à un moment donné là, qu'il soit aussi capable de jouer en équipe et qu'il prouve à sa propre équipe qu'il est plus un atout qu'une distraction. Oui, c'est ça. Parce que pour l'instant, ça semble passer, mais peut-être une frontière ou une limite à pas dépasser. Là, vous parliez de la motion... La motion conservatrice aujourd'hui, il y a des sondages d'opinion aussi qui montrent que l'opinion des Canadiens a un peu changé quand même par rapport à l'idée d'un oléoduc ou d'un nouveau pipeline en Alberta. On va voir ce que la firme Abacus avait en ligne aujourd'hui. 55 qui disent qu'ils soutiennent
l'idée d'un oléoduc entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. 18 qui ne soutiennent pas, une douzaine qui ne savent pas, 15 qui sont neutres. Michel, est-ce que M. Guilbeault devrait mettre un peu d'eau? Avez-vous l'impression qu'il est à contre-courant de ce que les Canadiens pensent? Est-ce que l'opinion des Canadiens a changé? Oui, je pense que l'opinion des Canadiens a changé, mais l'opinion des Québécois aussi. Vous n'avez pas ces chiffres-là, c'est pas dans la même proportion, mais au Québec, ce même sondage-là indique que la majorité des Québécois approuvent. Évidemment, si c'est un pipeline là, qui va relier l'Alberta à la Colombie-Britannique, si c'était un pipeline qui traversait le Québec, ça ne serait peut-être pas les mêmes chiffres. Mais sur ce dossier-là, je pense que la majeure partie des Québécois appuie M. Carney. Mais pour revenir à M. Guilbeault, je trouve que c'est assez habile parce que, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à perdre. Il n'est plus ministre. Si on continue à le tolérer au caucus libéral, bien, il peut continuer peut-être à un rythme moins soutenu, mais quand même à donner des cautions de bonne conscience environnementale. Si on décide de le mettre dehors, bien là, il passe pour un martyr et je ne connais pas ses projets d'avenir, mais disons que ça va l'aider à retrouver son ancienne famille écologique. Alors, dans le fond, je trouve qu'il ne perd pas grand-chose à tenir cette position-là. Maintenant, bon, on verra ce que M. Carney va dire, mais honnêtement, je pense que pour le moment, ça fait l'affaire des deux. Cet après-midi, on le disait, conservateurs vont déposer, puis je pense que le vote va avoir lieu d'ici une dizaine de minutes, là, une motion pour mettre en évidence ou pour tenter d'embarrasser le caucus libéral. Motion conservatrice qui ont même décidé d'amender pour essayer de la rendre encore plus dommageable pour les libéraux. Hélène, est-ce que ça... C'est une joute politique, visiblement, nécessairement. Est-ce que ça change la donne? Non. La réponse courte, c'est non. Bon. Mais clairement, c'est bien pensé de la part des conservateurs. C'est astucieux. On voulait braquer les projecteurs sur des dissensions possibles au sein du caucus. Et je pense que c'est de bonne guerre que les libéraux ont décidé de ne pas mordre à cet hameçon et ont complètement balayé ça du revers de la main en disant... On sait bien que vous jouez des jeux politiques, prennent prétexte du fait que dans la motion, on ne mentionne pas tous les éléments du protocole d'entente. En particulier, sont absents les éléments qui obligeraient l'Alberta à resserrer un peu ses règles environnementales. Donc, on prend prétexte de la non-exhaustivité de cette motion pour voter contre. Et comme ça, eh bien, ça donne, oui, un beau couvert à des gens comme Stephen Guilbeault, mais peut-être d'autres députés au sein du caucus libéral qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Alors, c'est match nul, je vous dirais. Mais maintenant, par contre, les conservateurs vont probablement s'emparer de ça pour dire, ah ben voyez, ils ne sont pas vraiment sincères. Ils disent qu'ils veulent un pipeline, mais à la première occasion, ils votent contre à la Chambre des communes. Vous pouvez être certain qu'ils vont taper sur ce clou-là. Bien, ils ont déjà commencé, d'ailleurs, à taper sur ce clou-là cet après-midi. Écoutez ce que ça donnait durant la période des questions, M. Poilievre, M. Carney. En revenant ici, il y a eu une rébellion parmi ses députés. Donc, j'ai pris les mots de son entente. Est-ce qu'il va voter pour ces mots ou est-ce qu'on ne peut pas croire ces mots? Monsieur le Président, un protocole d'entente, c'est pas à la carte. Le chef de l'opposition a pris quelques mots, mais pas tous les mots. Il a oublié le prix industriel du carbone, le renforcement de ce prix. Il faut manger tout le repas, pas seulement la viande. Alec, est-ce que ça sert à quelque chose, ce genre de motion-là, qui est non contraignante en passant? Le gouvernement, même si elle était adoptée, le gouvernement ne serait pas obligé de la suivre. Bien, ça sert à... Idéalement, pour les conservateurs, c'est qu'ils réussissent leur coup à embarrasser individuellement certains députés. Certains députés, par exemple, la Colombie-Britannique, par exemple, qui pourraient donc être tentés de voter pour, de voter contre. Et là, ensuite, très localement, lors d'une campagne électorale, si on se rend compte que dans cette circonscription-là, le député est en porte-à-faux avec ses citoyens, mais on peut dire, vous voyez, il avait voté pour ou il avait voté contre, dépendamment de la position qu'on cherche à l'époque. Alors, ça veut dire qu'il est pas, il vous représente pas bien. Donc, peut-être que dans certaines circonscriptions de la Colombie-Britannique, ça peut avoir un intérêt. C'est sûr que si les libéraux décident de voter en bloc contre la motion, avec une explication en disant, bien là, on essaie de nous piéger, bien là, on ne peut pas faire beaucoup de gains là-dessus chez les conservateurs. On aurait espéré un vote individuel, où là, à ce moment-là, après ça, on peut
choisir, comme le disait Mark Carney, dans le buffet, l'assiette qui fait notre affaire. Oui, c'est ça. Je pense que l'assiette va rester sur la table ce soir. On va aller faire un tour. Ça, c'est évidemment, on parle d'un pipeline, c'est un grand projet d'infrastructure, projet d'intérêt national. Là, il y a le gouvernement du Québec qui s'est aussi doté d'outils aujourd'hui pour accélérer ou faciliter la mise en chantier de certains projets d'intérêt national, ce qu'on a surnommé Q5 pour aller avec C5 à Ottawa. Je ne vous dirai pas le nom de la loi au complet, là, parce que c'est massif, mais essentiellement, Michel, ce que ça veut permettre, c'est de contourner à peu près tout ce qu'il y a d'obstacles sur le terrain. Est-ce que le Québec avait vraiment besoin de ça? Bien, écoutez, j'ai écouté attentivement le ministre des Finances qui nous a donné, sur le plan économique, toutes sortes de bonnes raisons. Il a parlé de M. Trump, bien entendu. Il a parlé du projet de loi à Ottawa, en Ontario, en Colombie-Britannique. Mais j'ai rarement vu un ministre, et surtout pas le ministre des Finances, sembler aussi peu connaître ce qu'il y a dans son projet de loi. D'habitude, M. Girard, là, quand il parle du budget, quand il répond en chambre, dans les conférences de presse, il est d'une précision, il va au scalpel, c'est limpide. Mais là, on lui posait des questions du genre, écoutez, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'un projet pourrait être réalisé malgré l'opposition de la Commission de protection du territoire agricole? M. Girard n'a pas l'air de le savoir. On lui a demandé, mais ça veut-tu dire qu'il y a des projets qui ne seront pas soumis au BAP? Il ne savait pas non plus. Alors, c'est pas très rassurant parce que, dans le fond, en tout cas, les réponses du ministre porteur du dossier ne nous laissent pas entrevoir qu'est-ce que c'est concrètement que ça va signifier. Alors, il y a beaucoup de pédagogie à faire de ce côté-là. Surtout que c'est M. Girard qui est ultimement le ministre qui est le maître d'œuvre de ça. On va regarder justement les grandes lignes, certains éléments de ce que pourrait permettre le projet de loi qui a été déposé aujourd'hui sur les projets prioritaires. Ministre des Finances qui devient le maître d'œuvre, on le disait, pouvoir de contourner l'application des lois et des normes, pouvoir de contourner les compétences municipales. Donc, si on n'est pas d'accord avec une décision d'une ville ou si on trouve que la ville ne va pas suffisamment rapidement, la province pourrait simplement s'imposer. Alec, est-ce que c'est nécessaire et à quoi ça sert, ça, pour le gouvernement Legault? Bon, d'abord, le gouvernement Legault a bien pris note qu'à Ottawa, cette loi-là, C5, a été plutôt bien accueillie par la population, qui souvent est un peu tannée de la bureaucratie, trouve que ça prend des années avant que certains grands projets aient de l'avant avec les retombées économiques et qu'il y a urgence d'agir en raison de notre guerre avec les États-Unis. Donc, on a eu les mêmes critiques à Ottawa qu'on en a à Québec présentement, c'est-à-dire que le gouvernement se donne trop de pouvoir, peut contourner les lois, peut les accélérer indûment, etc. La population réagit en général, en théorie, plutôt bien. Ça a été fait ailleurs dans d'autres provinces, vous l'avez mentionné, en se disant, bon, bien, il va se passer quelque chose. Alors, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Donc, ça envoie le message que le gouvernement est préoccupé par l'économie. La plupart de ces projets-là n'auront pas de retombées concrètes avant les prochaines élections. Mais ça donne au gouvernement Legault le pouvoir de dire, on veut aller un peu plus rapidement puis créer de la richesse. Mais c'est le même problème qui va s'appliquer à Ottawa, c'est quand on va arriver dans le concret, avec des vrais projets. On a le pouvoir de contourner ces lois-là, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais plus l'opposition va être grande, plus le gouvernement, malgré ses grands pouvoirs, va avoir de la difficulté à le faire. Si localement, il y a de l'opposition, si régionalement, il y a de l'opposition, s'il y a des recours devant les tribunaux, on est toujours mieux d'avoir de l'acceptabilité sociale que de se promener avec le bâton de baseball en disant « si vous n'êtes pas d'accord, je peux le faire quand même ». Dans une société comme la nôtre, là, idéalement, on essaie de travailler le terrain en amont. Donc, si on veut accélérer les étapes, c'est bien. Si on veut contourner les lois, bonne chance. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on va réussir. Oui, plus compliqué. Oui, effectivement. Ça peut soulever les passions. Je vais vous faire entendre François Legault ce matin, à qui on demandait à quoi ça pourrait servir, qui semblait dire que Hydro-Québec pourrait en profiter pas mal de ce genre de largesse-là que que le projet de loi 5 pourrait offrir. Écoutons François Legault. On a pour 200 milliards de projets chez Hydro-Québec. Donc, le gros morceau, il n'y a pas juste ce morceau-là, mais le gros morceau, ce sont les projets d'Hydro-Québec. Actuellement, avec l'incertitude économique qu'amène Donald Trump, il y a une urgence de créer des emplois de qualité au Québec. Hélène, c'est surtout pour Hydro-Québec que le gouvernement met ça de l'avant, vous pensez? Bien, en tout cas, c'est ce que le ministre lui-même avait l'air de laisser entendre. Il nous a dit que pour lui, là, il ne voyait pas plus que
peut-être 5 projets qui pourraient se qualifier à ce nouveau projet de loi-là. Puis là-dessus, il a dit peut-être 2 sur 5 proviendraient d'Hydro-Québec. Évidemment, ce sont des approximations, mais ça donne l'idée que dans sa tête, à lui, ce ne sont que des projets exceptionnellement gros. Dans sa tête, il a parlé d'au moins 1 milliard de dollars de valeur et que ça n'arrivera pas très souvent. D'ailleurs, à Ottawa, il n'y a encore aucun projet qui a été comme tel désigné à ce processus accéléré. Je suis d'accord avec Michel. Je l'ai écouté, moi aussi, ce point de presse-là avec le ministre. C'était pas nécessairement très convaincant. Mais quand on se le fait expliquer loin des caméras, ce qu'on nous explique, c'est que les lois, elles sont pas tant contournées. L'idée, on nous dit, en tout cas, qu'on veut quand même respecter l'esprit de la loi, mais c'est peut-être qu'on pourrait passer certaines étapes pour escamoter certains processus pour arriver plus vite au résultat. Alec a raison, ce sera dans le détail, dans l'application de ça qu'on verra si c'est problématique ou pas. Mais il faut quand même pas partir avec l'idée qu'il y a une trentaine de lois qu'on va fouler aux pieds et qu'on n'appliquera plus du tout. En tout cas, c'est pas ça l'intention qui est annoncée aujourd'hui. Oui, parce que c'est ça. Puis une trentaine de lois qui pourraient être touchées par ça. Pouvait-on lire cet après-midi? Michel, le gouvernement dit on va être transparent, on y croit? Bien, on a vu Nordvolt, c'est l'exemple le plus récent qu'on peut avoir à l'esprit. Là, on n'a pas modifié les lois ou les règlements parce que le ministre des Finances a dit oui, on pourrait modifier des lois ou des règlements pour faciliter la réalisation de projets. Dans le cas de Nordvolt, on n'a même pas pris cette peine-là. On a fait ce qu'on voulait avec la réglementation actuelle. Alors, non, c'est pas particulièrement rassurant. Pour ce qui est des projets, oui, c'est vrai que Hydro-Québec, ce sont les seuls qu'a évoqué M. Girard et que M. Legault aussi avait évoqué. Mais M. Girard a dit qu'il y en avait quand même 2-3 autres qui seraient le fait de promoteurs privés, qu'il n'a pas voulu nommer. Là, on ne peut que spéculer, mais par exemple, parce que GNL Québec, la liquéfaction du gaz là, au Saguenay serait dans le lot, c'est fort possible. Dans un cas comme celui-là, là, il y aurait un vrai débat. On voulait des cas concrets, là, comme disait Alec. Ça en serait un et c'est pas gagné d'avance. Oui, c'est dans le détail. C'est toujours dans le détail. Il nous reste 4 ou 5 minutes, là, mais je vais vous entendre sur le projet de loi à Ottawa, la loi sur les discours haineux. On a assoupli, on a amendé la chose en comité aujourd'hui pour éliminer l'exemption religieuse. C'était une demande du Bloc québécois. Alec, est-ce que le gouvernement fait la bonne chose en reculant là-dessus? Il y a 2 interprétations diamétralement opposées de cette question-là. Il y a le Bloc québécois qui, depuis des mois, pousse pour que l'exemption religieuse ne s'applique plus. Ils ont même fait une partie de leur campagne électorale là-dessus, en disant que le gouvernement était favorable aux discours haineux lorsqu'il c'était des imams ou des chefs spirituels qui les prônaient. Et de l'autre côté, vous avez les conservateurs qui disent, écoutez, ça va empêcher tous les chefs spirituels de toutes les religions de seulement lire la Bible, le Coran, la Torah, etc., parce qu'il y a des mots là-dedans, évidemment, écrits à une époque où on était très critique de certaines autres religions. Alors, c'est difficile de s'y retrouver. Moi, mon impression, c'est que la position bloquiste, maintenant appuyée par les libéraux, est tout à fait défendable. J'aurais mal vu là, qu'on empêche un prêtre ou quelqu'un là, de faire simplement la lecture de son livre sacré. Alors, je pense que le Bloc québécois faisait bien de pousser là-dessus, mais je vous avoue là, que je ne suis pas un assez grand spécialiste pour savoir où on trace la limite. J'imagine qu'il va y avoir jurisprudence un jour là, sur cette question-là. Mais monsieur... allez-y, Hélène. Oui, bien, j'allais dire, en fait, il y a une troisième lecture possible, et c'est le fait que les accusations en vertu de cet article du Code criminel, article pour lequel il y a l'exception religieuse, il est très peu utilisé. Il y a eu très peu d'accusations pour discours haineux. Il y a le discours haineux qui incite à agir sur cette haine, et ça, il n'y a pas d'exception religieuse. Ce dont on parle, c'est seulement le discours haineux, mais qui n'incite pas les gens à poser un geste. Et ça, très, très peu d'accusations. Dans le passé, quand c'était remis à la Commission et au Tribunal des droits de la personne, il y avait plus de poursuites. Ça menait à certains dérapages, notamment des journaux qui ont été poursuivis parce qu'ils avaient publié des caricatures de Mahomet. Et c'est pour éviter ce genre de dérapage-là qu'on a mis ça dans le Code criminel. Et non seulement c'est dans le Code criminel, avant de pouvoir déposer des accusations en vertu de ça, il faut l'approbation du procureur général, donc le big boss. Et pour toute cette raison, il n'y a pas beaucoup d'accusations. Et est-ce qu'il y en a des fois qu'on ne dépose pas
à cause de l'exception religieuse, bien, par définition, on ne le sait pas, parce que si on n'en dépose pas, bien, on n'en parle pas. Alors, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver, mais il y a beaucoup de spécialistes juridiques qui disent que dans les faits, ça ne changera pas grand-chose. Oui, la question a été largement politisée, puis M. Fraser, aujourd'hui, disait dans un message qu'il a envoyé sur X que le discours religieux était de toute façon protégé par la Charte, qu'il y avait des mécanismes de ce côté-là. C'est le Bloc qui demandait cet amendement-là. Michel, est-ce que c'est une victoire pour le Bloc québécois? Oui, très certainement. C'est une victoire pour le Bloc. Et évidemment, ici au Québec, tout le monde a à l'esprit Adil Sharkawi, là, qui avait lu un passage du Coran pour dire, grosso modo, là, il faut exterminer tous ceux qui oppressent le peuple palestinien. L'allusion était parfaitement claire. J'ai pas l'impression qu'à l'extérieur du Québec, les gens sont particulièrement préoccupés. Mais ici, c'est principalement la raison pour laquelle c'est devenu un sujet d'actualité. Mais oui, le Bloc a certainement, au plan politique, là, je veux pas, moi non plus, je suis pas certain que ça va donner lieu à beaucoup d'accusations. Mais sur le plan politique, oui, c'est un gain pour le Bloc. Oui. Je suis pas sûr que... Voilà, on va voir, parce que là, évidemment, ça permet au gouvernement d'obtenir un partenaire pour faire avancer ce projet de loi-là au comité, puis ça va revenir devant la Chambre des communes, je pense, quelque part au mois de février. On va suivre ça. Hélène, Alec, Michel, merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir.